Très bien, il est midi 2. Je propose qu'on démarre. Ça permettra aussi à l'ensemble des participants de se connecter au fur et à mesure. Bienvenue à tous pour ce troisième jour de l'Université d'AT et d'AgroSolutions. Aujourd'hui, la première partie de ce midi sera consacrée au sol, donc une composante essentielle de l'agriculture régénératrice. Et que notamment, on fera un focus particulier sur les indicateurs et les méthodes de suivi de la santé des sols et de la fertilité biologique, notamment des sols. Bienvenue à tous. Je veux bien, Lucie, si tu... Ouais, j'ai un petit problème de Ah oui, passage de slide. C'est bon. Pardon. parfait, super. Donc du coup, on reviendra, enfin cette présentation se déroulera en 4 temps, hein. On reviendra un petit peu sur AgroSolutions pour ceux qui ne nous connaissent pas. Un petit point sur l'agriculture régénératrice, sur les sols, voilà, c'est quand même une composante fondamentale de l'agriculture régénératrice. On fera un focus sur les indicateurs de suivi ensuite, avec notamment un retour d'expérience des évaluations et des tests que l'on mène depuis 2 à 3 ans maintenant. Il sera temps de conclure cette session. Et donc du coup, pour cette première session de la journée, donc il y aura Lucie ici présente, donc qui travaille chez AgroSolutions et qui est notamment en charge de la partie fertilité des sols et fertilisation. Elle Oh, sera, elle sera accompagnée de Pauline, donc qui est chef projet chez Ferme Leader. Donc on reviendra rapidement aussi sur l'agencement entre AgroSolutions et Ferme Leader tout à l'heure. Bonjour à tous. Et moi-même. Du coup, donc bienvenue à tous et puis et bonjour. Donc AgroSolutions rapidement, peut-être si tu peux passer sur la slide juste d'après s'il te plaît. Donc voilà, c'est un cabinet d'expertise conseil en agro-environnement. Donc on est filiale de l'Union InVivo, donc ce qui représente un peu moins de 200 coopératives agricoles, et c'est l'équivalent de la moitié des agriculteurs français, donc ce qui nous permet d'avoir un lien privilégié avec le terrain et puis des solutions concrètes applicables derrière. Donc on est par contre voilà, on est filiale d'Invivo, on travaille en totale indépendance et on travaille notamment avec d'autres acteurs, avec tout type d'acteurs, hein, pas forcément que des acteurs en lien avec Invivo. Donc aujourd'hui, AgroSolutions, c'est 51 collaborateurs. On a plusieurs bureaux en France, notamment notre siège à Reims, même si on rayonne, hein, voilà, on a des projets qui sont menés sur l'ensemble du territoire. Et ce qui nous différencie, c'est qu'on existe depuis 45 ans, même plus de 45 ans. Donc on a un pied sur le terrain, un pied dans les champs grâce à l'animation depuis 1975, un des réseaux d'expérimentation des coopératives agricoles d'Invivo. Donc on était historiquement le centre technique du réseau des coopératives agricoles. On a démarré comme ça. C'est fait à partir de ça, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une certaine légitimité dans les conseils qu'on peut promouvoir, notamment d'avoir un pied dans les champs. Et donc, chaque année, enfin voilà, les éleveurs utilisent des produits de protection des plantes, des engrais, des semences, et donc les réseaux techniques des coopératives, c'est bien de tester ces intrants, ces nouvelles pratiques agricoles directement au champ. Et c'est AgroSolutions qui centralise, donc historiquement, mais encore aujourd'hui, l'ensemble des protocoles et des synthèses d'expérimentation pour le compte des coopératives agricoles d'Invivo. Et on s'appuie également, je terminerai là-dessus, sur la plateforme Openfield, hein, qui est une plateforme pluriannuelle. On y reviendra aussi au cours de la présentation avec Pauline et avec Lucie. C'est notre terrain de jeu à ciel ouvert sur lequel, voilà, il y a, on y reviendra, mais sur lequel on expérimente de nouvelles solutions, de nouvelles pratiques dans le cadre de la troisième voie de l'agriculture, donc avec notamment des indicateurs de mesure associés, et on pourra revenir sur le volet sol. J'ai vu que tu étais passé sur nos références scientifiques. Juste comme on traite du sujet sol, je vais m'attarder uniquement sur un projet sur lequel
on est positionné, donc c'est un projet Grenadem, donc en lien avec l'INRAE, pardon, coordonné par l'INRAE, donc qui s'appelle Biosoleval, et dont l'objectif est voilà, de poursuivre le développement d'une méthode, qui devient un outil désormais de diagnostic de la fertilité biologique des sols, qui permet voilà, de caractériser la qualité biologique d'un sol et de comprendre l'impact de la gestion des pratiques sur cette qualité biologique des sols. Donc c'est un projet pluriannuel, donc on n'hésitera pas évidemment à partager les résultats de ce beau projet. Donc, et pour terminer sur la présentation d'AgroSolutions, donc on a 6 leviers qu'on déploie: agronomie, biodiversité, agri-énergie, climat, data agricole, ressources en eau, qu'on va piloter depuis la stratégie, la conception jusqu'à la mise en œuvre des projets. Et on s'adresse à trois types d'acteurs principaux. L'amont agricole, on l'a vu, de par le lien historique avec les coopératives et les réseaux techniques, mais également, fort de ça, les industries agroalimentaires, notamment dans la conception et le suivi des cahiers des charges de production, et également le volet territoire, que ce soit les collectivités et des acteurs privés, comme les acteurs du monde de l'énergie. Et j'en profite voilà, pour faire aussi un petit aparté sur Ferme Leader. Donc, on en a parlé hier pour ceux qui étaient avec nous sur le webinaire Agritech. Et donc, vous comprendrez bien les interactions entre le cabinet de conseil AgroSolutions et Ferme Leader, donc, qui est également intégré à l'Union InVivo, mais qui est un réseau de 30 coopératives avec leurs agriculteurs adhérents, qui est dédié à l'innovation, donc dans lesquelles voilà, on va pouvoir tester un grand nombre de solutions agritech qui arrivent sur le marché. On pense à robotique, aux capteurs, notamment, et des choses plus low-tech également. Donc, et on s'appuie également sur notre plateforme d'essai OpenField pour pouvoir tester, valider ces technologies avant de les diffuser plus largement auprès des coopératives et des agriculteurs. Et donc, nous allons tout de suite aborder la thématique qui nous réunit pour ce webinaire, et qui est donc l'agriculture régénératrice, et plus particulièrement les sols. Quelques éléments de définition pour que l'on puisse parler de la même chose. Eh bien, il n'existe pas de définition unique de l'agriculture régénératrice, mais plutôt une compréhension commune de ce que cela implique. Et le point de départ de cette agriculture, ça va être notre sujet, c'est-à-dire les sols, et plus précisément tout ce qui va tourner autour de leur régénération et de leur préservation. Et on va chercher en fait par cette agriculture à les restaurer, donc à restaurer les sols pour qu'ils puissent apporter de multiples services écosystémiques. Et on va voir que l'agriculture régénératrice ne s'est pas trompée en mettant les sols au cœur de son agriculture, puisqu'effectivement les sols rendent de nombreux services écosystémiques, et pas seulement à l'agriculture, mais aussi à la société dans sa globalité, puisque les sols vont être support de la production, qu'elle soit agricole, mais aussi de notre production humaine. Ils vont être aussi support du paysage, ainsi que source de matériaux. Ils vont être donc mémoire du passé, puisqu'on va retrouver tout ce qui est artefact dans nos sols. Ils vont jouer un rôle assez important sur tout ce qui est filtration, épuration, mais aussi régulation du cycle de l'eau. On les connaît aussi pour tout ce qui est régulation et stockage de carbone, donc tout ce qui va influencer le cycle du carbone. Et ce, parce que donc plus de 1500 à 2400 milliards de tonnes de carbone vont pouvoir être stockées dans la matière organique des sols. Ensuite, on connaît aussi les sols pour le fait qu'ils sont un réservoir de biodiversité assez important, puisqu'un quart de la biodiversité totale de la planète va se retrouver sous nos pieds.
Et pour un petit peu imaginer et imager ce que cela représente, donc on a des fois pas mal de mal à se représenter ça, c'est qu'il y a environ 10 milliards de micro-organismes, ne serait-ce que dans un gramme de sol, donc c'est-à-dire dans l'équivalent d'une cuillère à soupe de terre. Ces sols, ils prennent une place assez importante dans l'agriculture régénératrice, et ce parce que on s'est rendu compte que c'est une composante qui va être très fragile et qui va mettre plus de 100 à plusieurs milliers d'années pour pouvoir se reformer. Donc, on parle de former ne serait-ce qu'un centimètre de sol. Donc, on voit que l'agriculture régénératrice va se baser sur les sols et va chercher à préserver leurs fonctions essentielles et les services qu'ils vont fournir. Et c'est ce qui fait de cette agriculture une agriculture qui va être à la croisée des différents modèles agricoles. Et on le voit assez rapidement sur ce schéma, puisqu'on va remarquer que l'agriculture régénératrice va rechercher avant tout un bas niveau d'intrants et surtout aller vers une maximisation des services écosystémiques. Et pour y parvenir, donc, on va avoir 5 piliers qui vont constituer les pratiques, on va dire les pratiques types, enfin les pratiques à réaliser dans l'agriculture régénératrice, que ce schéma va illustrer. Donc, premier pilier de l'agriculture régénératrice, on va retrouver le fait de maximiser la couverture des sols et de les maximiser avec des plantes qui soient vivantes. Le but étant de pouvoir apporter de la matière organique labile qui puisse nourrir en soi, par exemple, on a parlé des micro-organismes des sols, donc de pouvoir nourrir ces micro-organismes. On a un second pilier qui va se baser sur la rotation. Donc là, l'agriculture régénératrice va chercher à diversifier, à allonger les rotations culturales. Autre pilier qui est, je pense, très bien connu quand on parle d'agriculture régénératrice, souvent on pense à ce pilier-là, c'est le fait de réduire le travail du sol et ce pour pouvoir préserver la vie des sols. Et quand on réduit notre travail du sol, on va surtout préserver tout ce qui va être organisme, plutôt tout ce qui est champignons, qui vont être impactés finalement par ce travail du sol. Ensuite, on va avoir tout ce qui est diversification. Donc là, on va chercher à essayer de réintégrer de l'élevage, de l'agroforesterie, en soi des agrosystèmes qui soient plus résilients. Et dernier pilier, donc celui qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est celui de la fertilité des sols. Et donc, on voit que l'agriculture régénératrice va chercher à stimuler la fertilité naturelle des sols et dans le but, entre autres, de pouvoir réduire les intrants chimiques. Et le plus souvent, on parle de pouvoir réduire tout ce qui est fertilisation de synthèse. Mais donc, qu'est-ce que cette notion finalement de fertilité? Eh bien, quand on va parler de fertilité des sols, on va retrouver trois composantes. Ces trois composantes vont interagir entre elles pour pouvoir définir la fertilité des sols. Donc, premièrement, on va avoir la fertilité physique. La fertilité physique, elle fait référence à tout ce qui est état structural du sol. Donc, par exemple, le type de sol, la granulométrie, la pierrosité, la profondeur ou encore la compaction. On va avoir la fertilité ensuite chimique. Donc, la fertilité chimique, elle renvoie à tout ce qui est plutôt nutrition des plantes et tout ce qui est biodisponibilité des éléments minéraux qui vont être nécessaires à la croissance de ces plantes. Et pour finir, on a quelque chose d'un petit peu moins connu, mais qui émerge de plus en plus et qui se fait connaître, en tout cas qui fait de plus en plus de bruit, c'est la fertilité biologique. Et donc là, pour ce qui est de la fertilité biologique, on va parler de l'abondance, de l'activité ou encore de la diversité des organismes qui sont présents dans les sols. Et donc je l'ai bien dit, donc chacune des composantes, elles interagissent entre elles. Et donc, à l'interface de chacune d'entre elles, on va retrouver des services que vont favoriser cette fertilité. Et donc, par exemple, si on prend celle entre la fertilité biologique et celle entre la fertilité physique, on va retrouver tout ce qui est essayer de favoriser la progression racinaire, ainsi que tout ce qui est alimentation hydrique et aération aussi du sol. La fertilité d'un sol
dépend au final de plusieurs conditions. On ne va pas retrouver la même fertilité, ou en tout cas le même niveau de fertilité des sols qu'on soit par exemple sur le pourtour méditerranéen ou qu'on soit dans le bassin parisien. En fait, la fertilité des sols, elle va dépendre par exemple de la roche-mère que l'on a, de la nature de son sol, de sa texture, mais aussi du climat. Et bien entendu, des pratiques agricoles, puisque, par exemple, sur le pourtour méditerranéen, on va plutôt faire tout ce qui est vigne, donc on va favoriser certaines communautés, par exemple, de micro-organismes, alors que dans le bassin parisien, on va plutôt faire de la production céréalière et donc favoriser d'autres communautés. Et en fait, toutes ces interactions qu'on a va faire en sorte que ce milieu, donc le sol, va être assez complexe et on va avoir du mal à comprendre comment ça fonctionne concrètement. Et donc, on va chercher à savoir comment ça fonctionne et comment évaluer justement cette fertilité et pouvoir surtout suivre son évolution, puisque par exemple, lorsqu'on a un changement de pratique, on va essayer de suivre quelles sont les évolutions qu'on va avoir sur nos sols. Et donc, on va avoir besoin d'indicateurs de suivi, mais aussi de méthodes pour pouvoir de pouvoir analyser ces indicateurs. On va le voir du coup, donc quels sont ces indicateurs de suivi et quelles sont les méthodes de diagnostic qui existent actuellement. Et très rapidement, quand on s'intéresse au diagnostic sol, on se rend compte qu'il y a deux échelles. Donc il y a une première échelle plutôt macro, où là on a des indicateurs globaux, nationaux. Donc par exemple, la carte qu'on a en haut à gauche qui nous illustre la dégradation des sols de l'Observatoire européen. On a aussi la chance en France d'avoir un réseau de mesure de la qualité des sols qui va nous renseigner aussi sur plusieurs indicateurs, mais ce sont vraiment des indicateurs macro. Et lorsque l'on est un agronome, un agriculteur, ou lorsque ce qui nous intéresse finalement, c'est le terrain, on va avoir besoin d'indicateurs, donc des indicateurs terrain. Et ces indicateurs-là, ils vont être basés sur les trois composantes de la fertilité des sols que je vous ai présentés précédemment, donc le physique, le chimique et le biologique. Et pour ce qui est des méthodes, par exemple, du physique, donc ça va passer par des fosses pédologiques ou encore le test Bech. C'est des choses qu'on connaît assez bien, qu'on a déjà pas mal de matière sur ces sujets. Pareil pour la composante chimique. Ça passe par exemple, des analyses de sol pour connaître les éléments qui sont présents dans les sols, par des reliquats azotés. Enfin, c'est des choses que les agriculteurs font assez bien en routine. Par contre, on a notre dernière composante, la composante biologique, et ça, donc, ce sont des méthodes et des indicateurs qui sont en cours de construction, on en a déjà, mais qui évoluent. Et là aussi, donc, on va passer, comme pour la partie chimique, on va passer plutôt par des prélèvements de sol, mais il y a aussi d'autres méthodes, on va le voir ensuite, qui permettent de s'extraire de cette étape de prélèvement de sol. Je voulais quand même vous présenter donc, ce panel d'indicateurs, puisque quand on parle d'indicateur, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et donc là, j'ai choisi de vous présenter ceux qui ont été publiés par l'ADEME en 2019 dans un rapport qui essaye de donner des indicateurs pour diagnostiquer la santé des sols agricoles, mais aussi des sols forestiers. Et sur ce panel d'indicateurs-là, donc déjà, on voit qu'il y en a beaucoup. Qu'on a donc du physique et du chimique. Donc là encore, vous allez connaître, par exemple pour le chimique, la teneur en matière organique, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Pour le physique, si je vous parle texture, pyrrhosité, vitesse d'infiltration, réserve utile, ça doit vous parler aussi. Mais pour la partie biologique, si je commence à vous parler donc d'abondance, de ratio champignons sur bactéries, d'activité enzymatique, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu plus floues. Et donc, lorsque l'on va chercher à évaluer et à avoir un suivi de la fertilité des sols, on va devoir concevoir des jeux d'indicateurs, puisqu'on ne va pas juste choisir quelques indicateurs au hasard dans ce panel-là, il va falloir choisir et concevoir un jeu d'indicateurs qui soit
construit en fonction des objectifs qui sont ciblés. Donc, par exemple, si l'on veut obtenir des résultats de l'évolution d'un sol à court terme, donc c'est-à-dire moins d'un an. Si l'on veut pouvoir avoir des indicateurs qui nous renseignent sur plutôt une évolution à moyen long terme, donc un changement de pratique de 4-5 ans. Si l'on veut savoir quelle est la disponibilité des éléments pour pouvoir faire des économies d'intrants, ou encore si on veut évaluer la biodiversité des sols, on ne va pas utiliser les mêmes indicateurs. Et c'est pour justement vous accompagner dans ce choix d'indicateurs que depuis maintenant 3 ans, nous avons mis en place donc une démarche qui s'appuie sur la plateforme pluriannuelle d'Openfield et qui est effectivement, comme l'a dit Michael, donc un véritable terrain de jeu pour pouvoir tester ces indicateurs. Et je vais laisser Pauline vous en dire un petit peu plus. Oui, donc comme l'a dit Lucie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup la partie biologie des sols. Et donc, pour accompagner les acteurs, les différents acteurs sur le terrain, on a lancé une démarche qui vise à recenser les différentes solutions qui existent aujourd'hui, à les évaluer et aussi à les tester. Et donc, c'est là qu'on se repose sur Openfield, puisqu'on a une plateforme expérimentale, donc à ciel ouvert et Openfield, donc qui est basée, pour information, à côté de Milly-la-Forêt dans l'Essonne. On a 56 conduites culturales qui sont réparties selon 4 itinéraires de culture. Donc on a par exemple du bas carbone, du bas IFT, de l'agriculture de conservation des sols et aussi une partie conventionnelle. Sur ces 56 conduites, on a 5 rotations, puisqu'en fait l'objectif sur cette plateforme, c'est aussi d'avoir des cultures et des rotations qui sont représentatives des différentes régions qu'on a en France. Donc sur Openfield, depuis 2020, on a testé 9 solutions au total et on continue bien sûr dans cette démarche pour effectivement monter en compétence sur nos connaissances sur le sujet. Et donc, on a fait tout un travail de recensement dans un premier temps et on a pu vous présenter un petit peu un panorama des différentes solutions qui peuvent exister. Donc, sur la slide suivante, vous avez des exemples de structures qu'on a pu identifier. Et en fait, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'on a des profils qui sont très différents. On a à la fois des laboratoires qui font et qui continuent, en tout cas, qui font en routine des analyses physiques et chimiques et qui se mettent un petit peu à travailler sur la partie biologique pour enrichir leur offre. On a des laboratoires qui sont vraiment spécialisés sur cette partie biologique. On a des choses qui sont beaucoup plus low-tech, par exemple. Vous avez probablement tous entendu parler du test du slip en coton qu'on met dans la terre. Vous avez également des outils comme des capteurs ou même des laboratoires portatifs pour pouvoir aller tester directement à la parcelle. Et donc, c'est dans cet ensemble-là que nous, on a commencé à tester différentes solutions. Et on voit que déjà, il y a, comme je le disais, une différence, enfin en tout cas, un panel de profils et il y a aussi tout un panel de méthodologies. Donc en fait, il y a des entreprises et des solutions qui se basent plutôt sur du séquençage ADN. Souvent, c'est plutôt la partie laboratoire. On a aussi des choses qui sont peut-être un peu plus nouvelles sur les tests enzymatiques, de la cytométrie en flux, par exemple. On a des structures qui sont beaucoup plus spécialisées. Par exemple, je pense à Elisol, où on a vraiment des experts sur la partie étude des nématodes. Et on a aussi des outils, par exemple des appareils portatifs comme Microbiométer. Je le disais, c'est un petit laboratoire que vous emmenez sur la parcelle et où vous pouvez tester en direct. Ou alors des capteurs que vous mettez dans le sol et qui sont complétés justement par exemple, des séquençages ADN. On voit aussi qu'il y a beaucoup, de structures qui se basent sur des bioindicateurs. On est vraiment sur cette démarche d'évaluer la biologie des sols, donc c'est aussi normal de pouvoir, par exemple, faire des comptages de vers de terre. C'est une information qui, reste, hyper intéressante pour comprendre le fonctionnement de son sol ou en tout cas, le fonctionnement biologique de son sol. On voit aussi qu'il y a des différences, entre ces laboratoires sur le rendu qui est donné, puisque vous avez des structures ou en tout cas des solutions qui, ne vont vous rendre par exemple que, des données brutes et donc, qui vont demander peut-être un petit peu plus de formation en amont et vous avez des choses un peu plus complètes sur des diagnostics, voire même du conseil personnalisé en fonction de ce que vous pouvez demander. Et on a, par exemple, des laboratoires qui, prennent vraiment en compte les 3 piliers pour faire le lien entre la physique, la chimie et la biologie. Parce qu'un sol, bien sûr, on a ces 3 piliers qui sont indissociables comme vous l'a présenté, Lucie.
Sur, juste pour revenir sur la slide d'avant, les 3 dernières solutions, le Diaxol, Dorea, Elisol et Microbiometer, ce sont les nouvelles solutions qu'on a testées cette année. Donc on continue un petit peu tous les ans à enrichir, entre guillemets, cette base de données et on les évalue. Donc justement, ça, c'est la partie, qui est plutôt, le cœur de métier de Ferme Leader et donc comment on les évalue? On se base sur une grille, donc la grille du NID, qui a été construite, par Ferme Leader et on peut avoir comme ça une évaluation 360 de la solution. Donc on a 5 axes d'évaluation et à chaque fois, les personnes qui ont utilisé, qui ont testé la solution vont pouvoir, noter selon ces 5 axes. Donc par exemple, on a la simplicité. Est-ce que la solution, elle est facile à prendre en main? Est-ce que les prélèvements, c'est compliqué? Est-ce qu'il faut être formé? On oublie aussi souvent, le temps que peut prendre l'initialisation des données. Par exemple, quand vous remplissez vos fiches de renseignement, que ce soit papier ou sur un site internet, par exemple, ça, on va le prendre en compte. Donc, on est vraiment, très très général sur cette partie-là. Ensuite, on a la partie opérationnelle, c'est-à-dire que, l'entreprise, le laboratoire, va proposer tout un processus pour, amener au résultat. Est-ce que ce processus mis en place permet à l'utilisateur d'avoir ces résultats? Dans quelles conditions? Dans quel délai? C'est là-dessus qu'on évalue, en tout cas la partie opérationnalité. Sur la partie pertinence, on regarde effectivement, si les résultats sont rigoureux et dans le cadre des études sur la partie biologie des sols, on va plutôt regarder les référentiels. Aujourd'hui, on le disait, tout au long de ce webinaire, c'est quelque chose qui est assez nouveau. On n'a, pas forcément trop de référentiels et donc on va regarder, à quel point on a quelque chose de solide en termes scientifiques derrière, ces résultats. Sur la partie utilité, c'est, plutôt l'aspect conseil qu'on va regarder, c'est-à-dire est-ce que finalement les résultats qui sont rendus, peu importe à qui, à l'agriculteur, au conseiller, à l'industriel, peu importe l'acteur qui va avoir besoin de ces résultats, est-ce que, ce qu'il va recevoir, ça va lui être utile? Est-ce que, par exemple, les conseils que va recevoir un conseiller ou un agriculteur, est-ce que c'est assez personnalisé? Est-ce qu'il va pouvoir mettre des choses en place? Et donc ça, c'est hyper important dans nos analyses des différentes solutions qu'on a pu tester. Et enfin, le dernier axe, mais pas des moindres, c'est la partie rentabilité. On va regarder effectivement s'il y a une amélioration de la rentabilité sur l'exploitation agricole et on regarde à la fois la partie économique, mais ça peut être aussi, un gain de confort, ça peut être une facilité dans la gestion de son exploitation. Donc c'est, un peu plus global que juste la partie, purement économique, mais en tout cas, on prend ça en compte. Et donc les, solutions qu'on a pu, tester, on les a passées, à travers de cette grille UNID et on voit qu'il y a des choses qui ressortent. Par exemple, en termes de simplicité, la plupart des solutions, se basent sur un prélèvement de sol, donc un prélèvement classique avec une tarière, quelque chose qui est facile pour l'agriculteur, facile pour un conseiller et du coup, on a rarement des choses qui peuvent varier, mais comme je le disais, on peut avoir des laboratoires, par exemple portatifs, où on peut faire ces manips directement sur le terrain. On a des choses qui vont être aussi beaucoup plus complexes, on va pouvoir faire appel peut-être à un préleveur qui est plus expérimenté. Sur la partie remplissage de données, ça va être très variable en fonction de ce que vous demandez comme analyse. C'est-à-dire que, si, on demande quelque chose d'hyper complet avec beaucoup d'analyses, forcément, le remplissage de données va peut-être être plus long et si vous voulez quelque chose, de plus personnalisé, c'est pareil, il va falloir rentrer un peu plus de données, au début. Sur la partie opérationnalité, donc on a des délais qui sont très variables parce qu'effectivement, comme je le disais, en fonction de la complexité, des résultats, on peut, avoir des choses qui sont plus ou moins longues. Donc par exemple, un capteur ou un outil portatif, vous avez le résultat, quasiment immédiatement. On a des laboratoires qui peuvent nous rendre les résultats sous quelques jours, quelques semaines et si c'est un peu plus long, c'est effectivement parce qu'on a une demande, plus complète. Sur la partie pertinence,
On voit qu'on a effectivement, comme je le disais, c'est quelque chose d'assez nouveau. Les référentiels sont en train de se construire et donc on a des laboratoires qui commencent déjà à avoir des référentiels qui sont solides et qui permettent aussi d'être plus spécifiques en fonction des cultures. Vous avez un référentiel, grande culture, un référentiel vigne et déjà ça permet, d'être un peu plus précis dans les données qu'on va rendre ou en tout cas dans le conseil qu'on va pouvoir, fournir. Il faut toujours savoir qu'il existe un biais forcément, hein. On est sur des analyses, de sol et je pense que vous le savez, que ce soit sur la partie physique ou chimique, c'est le cas, aussi. Il faut toujours prendre en compte la situation. Sur la partie utilité, là aussi, on a un petit peu des disparités en termes de conseils puisque, on a des choses qui vont pouvoir être, très light, juste des données brutes et là, ça va demander un petit peu plus de formation, en amont, que ce soit, pour les personnes qui vont, accompagner les agriculteurs ou plus largement l'ensemble des acteurs qui peuvent utiliser ce genre d'analyse. Il va falloir être formé, il va falloir comprendre ce que ça veut dire, comment on les utilise et qu'est-ce qu'on met en place comme pratique pour améliorer ou en tout cas, réajuster potentiellement, certains indicateurs et il y a des solutions qui sont, beaucoup plus complètes, qui prennent en compte, comme je le disais plutôt, les 3 piliers, de la fertilité des sols et des choses qui vont aussi être, plus complètes en termes d'indicateurs avec, beaucoup d'informations. La partie rentabilité, ça reste le frein majeur sur ce sujet. C'est un coût qui reste, quand même assez élevé pour les utilisateurs, et donc effectivement, pour l'instant, par exemple, un agriculteur verra pas forcément l'intérêt d'aller pousser sur la partie biologique parce qu'il y a un coût qui est non négligeable. En fait, ce qui est assez important à prendre en compte dans toute, cette étude qu'on a pu faire, c'est que, le choix des indicateurs, comme vous l'a dit Lucie, il est important par rapport aux besoins que vous avez et c'est la même chose pour les solutions. C'est-à-dire que si vous voulez faire un suivi, vraiment faire un bilan complet d'une parcelle, par exemple, mais de le faire, de façon un peu plus espacée dans le temps, vous voulez quelque chose de complet, forcément, ça va coûter un petit peu plus d'argent et ça va demander un peu plus de temps en termes de délai, mais vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus complet et si vous voulez faire un suivi, assez régulier, vous avez des solutions qui permettent aussi, d'avoir un rendu assez rapide et que vous pouvez, répéter, de façon assez régulière pour avoir un suivi, un peu, au jour le jour. Donc ça va vraiment dépendre de vos besoins et c'est pour ça aussi que nous, on mène, cette étude-là pour pouvoir, vous accompagner dans le choix de ces solutions. Et donc, il est devenu l'heure donc de passer à la conclusion. Et donc, effectivement, comme vous l'a présenté Pauline, alors ça fait maintenant 3 ans qu'on a fait ce travail d'acquisition de connaissances, que ce soit sur les sols, mais aussi sur les méthodes d'analyse et les indicateurs d'analyse et de diagnostic de cette fertilité des sols et de la fertilité, entre autres, biologique. Et ça nous a permis de construire en soi notre expertise pour pouvoir ensuite pouvoir vous accompagner justement sur ces thématiques-là, donc sur les thématiques sol, biodiversité des sols, mais aussi sur tout ce qui est fertilité des sols. Et on va pouvoir vous accompagner par tout ce qui est recensement et qualification donc, des solutions existantes. Donc, vous l'avez vu par le travail effectué donc, effectivement par Ferme Leader. On va pouvoir vous accompagner aussi sur le choix des indicateurs et sur la conception de ces jeux d'indicateurs, donc en fonction de ce qui est visé en fait dans l'étude et de ce que l'on veut obtenir comme résultat. On va avoir aussi un accompagnement sur tout ce qui est évaluation et expérimentation de nouvelles méthodes, de nouvelles solutions d'analyse de la fertilité des sols, puisqu'il y a de nouveaux laboratoires donc de nouveaux laboratoires, de nouvelles entreprises, hein, qui émergent avec cette volonté de pouvoir offrir une offre pour évaluer, par exemple, la fertilité biologique des sols. Et donc, on va pouvoir évaluer, expérimenter ces nouvelles méthodes. Et on l'a dit, donc les sols sont une ressource fragile à protéger, mais aussi à valoriser. Mais c'est aussi une composante qui est assez peu connue et qui mérite d'être bien plus connue. Et donc, ça va passer par tout ce qui est sensibilisation et communication.
Donc, on peut aussi vous accompagner sur tout ce qui est intégration de la préservation de la fertilité des sols dans vos démarches de progrès, mais aussi dans vos cahiers des charges de production. On s'est engagé aussi à publier donc un position paper qui devrait sortir d'ici quelques mois pour pouvoir donner nos positions justement sur comment préserver la santé des sols, comment la favoriser dans le milieu agricole. Et ça va aussi passer par tout ce qui est formation et sensibilisation. Donc, on va proposer une offre de formation et une offre de formation qui s'étoffe chez AgroSolutions. Et je vais laisser Michael vous parler de notre offre de formation. Complètement, rapidement, hein, enfin, parce que ça a été déjà bien annoncé dans les webinaires précédents. Donc, ça fait effectivement 3 ans qu'on accompagne nos clients dans la conduite de formation, dans la tenue de formation, dans le cadre de nos différentes missions et projets. C'est ce qui nous a amené finalement, en plus avec la proximité qu'on peut avoir avec le terrain, à monter cette offre de formation, cette nouvelle offre de formation qui est disponible, enfin, on peut consulter sur notre site internet depuis cette semaine. Il y a une dizaine de 10 thématiques abordées sur ces formations. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site internet d'AgroSolutions et de consulter le programme. Ne pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions ou de l'intérêt. Et donc, on vous donne rendez-vous juste après à 13h avec un nouveau webinaire sur les cadres de certification européens sur les absorptions de carbone avec Morgane et Laurette. Et je propose qu'on prenne quelques minutes pour répondre aux questions qu'il y a pu y avoir ou qui va y avoir à nouveau. Donc, peut-être Lucie, Pauline, j'ai déjà une question pour vous. Y a-t-il à ce jour des indicateurs, 2 ou 3, de la fertilité biologique des sols qui font consensus et semblent être les plus pertinents pour évaluer l'impact des pratiques d'agriculture régénératrice mises en place sur la fertilité biologique des sols? Alors ouais, sur la Vas-y. fertilité biologique, du coup, je commence et Pauline, si tu veux, tu me compléteras, hein. Mais sur la fertilité biologique, du coup, effectivement, il y a des indicateurs qui ressortent un petit peu plus. Donc, par exemple, donc je l'ai dit, hein, de tout ce qui est champignons, donc le rapport champignons sur bactéries, c'est un indicateur qui fait assez bien consensus. On parle aussi de tout ce qui est biomasse microbienne et de pouvoir aussi avoir la biomasse, champignons et bactéries. Et après, on a des relations qui se font aussi avec des indicateurs, puisque je l'ai dit, les composantes, elles interagissent entre elles, donc on ne peut pas uniquement interpréter un seul indicateur, entre guillemets, il serait sorti de nulle part. Donc, on va avoir des relations entre, par exemple, la matière organique et la biomasse microbienne, pour pouvoir connaître au final quel est le réservoir, enfin, quelle est la nourriture disponible pour cette biomasse microbienne, puisque il suffit pas d'avoir la plus grosse biomasse microbienne possible, il faut aussi pouvoir avoir de la matière organique, enfin, en tout cas de la nourriture disponible pour cette biomasse microbienne, pour qu'elle puisse ensuite rendre ces services que l'on recherche au final. Super. J'en profite, il y avait également une question sur Pauline ou Lucie, vous pouviez revenir sur la différence de pertinence et le type d'utilisateur pour les différentes méthodes de prélèvement, donc séquençage ADN versus bioindicateur ou autre. En fonction de l'utilisateur. Et de la pertinence aussi de la méthode aussi. Ouais. Alors, je vais commencer par les utilisateurs. Je pense que c'est pas forcément la méthode, c'est plus le résultat, c'est-à-dire euh, le résultat qu'on va obtenir. Donc, Pauline l'a présenté, on va avoir soit des diagnostics, enfin des indicateurs avec un résultat non interprété. Et là, ça va effectivement se prêter à plus un utilisateur qui soit déjà formé à ce qu'est la fertilité des sols et à avoir déjà des notions pour pouvoir interpréter cet indicateur seul. Et après, on va avoir des indicateurs un petit peu plus interprétés avec un conseil aussi associé. Et là, on peut imaginer un agriculteur ou un conseiller qui n'ait pas forcément trop de connaissances, mais
qui ait déjà, on va dire, une connaissance de base, mais qui puisse déjà utiliser ce type de diagnostic ou ce type de méthode un petit peu plus en autonomie, on va dire. Et pour la pertinence, Pauline, si tu veux, je te laisse répondre, comme tu veux. Oui, et je voulais juste compléter, c'est qu'aujourd'hui, les laboratoires et les entreprises qui proposent ces solutions, elles sont conscientes que c'est compliqué de prendre en main ces outils et donc il y a effectivement tout un développement sur la partie pédagogie. Donc c'est vrai que, enfin, pour accompagner, en tout cas pour comprendre les premiers retours de résultats, souvent, il est possible de se faire accompagner sur ces indicateurs. Et après, en termes de pertinence, en fait, aujourd'hui, ce que je disais sur les résultats, c'est surtout par rapport au référentiel. Donc il y a effectivement ce côté où, est-ce qu'on a quelque chose qui est interprété? Et ensuite, nous, on a regardé sur la partie pertinence, est-ce que, on peut par exemple, il y a un conseil, qui peut être donné, est-ce que c'est, je vais être très très binaire, mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? En fait, il se base sur quoi pour, dire ce genre de choses? Et nous, on est allé regarder les référentiels sur lesquels se basaient, les entreprises, les solutions, les laboratoires. Et donc c'est là où on peut avoir, cette différence. Donc souvent quand on est sur des résultats, laboratoires où il y a peut-être un peu plus d'analyses qui sont faites, c'est pour ça que les référentiels commencent à s'étoffer et donc c'est là où la pertinence est un peu plus, forte. Mais c'est très variable selon les méthodes, aujourd'hui et donc c'est pour ça qu'on continue à investiguer, le sujet. Et je compléterai pour la pertinence aussi. On va avoir des méthodes, donc par exemple tout ce qui est séquençage ADN, etc., où ça va prendre un petit peu plus de temps, tout simplement, de réaliser ce type d'analyse. Ça va être aussi un petit peu plus coûteux. Et donc, en fait, on peut avoir aussi un lien de pertinence, c'est-à-dire si l'on veut avoir un résultat, par exemple, on a fait notre analyse à l'automne ou au printemps et on veut notre résultat dans les 2, 3 mois suivant cette analyse pour pouvoir mettre en place des actions, pour pouvoir mettre en place de nouvelles pratiques, eh ben, on va être en attente d'avoir nos résultats le plus rapidement possible. Et donc, il y a des indicateurs ou en tout cas des méthodes qui permettent d'avoir des résultats petit peu plus rapidement que d'autres. Donc ça peut jouer aussi sur la pertinence et le choix de ces indicateurs. Parfait. Je propose qu'on prenne encore une ou deux questions et après il sera temps de clôturer. Il y avait une question sur comment tenir compte de l'hétérogénéité des sols et des biais qu'elle induit dans les résultats des analyses de sol. Est-ce qu'on compare les outils selon les méthodes d'échantillonnage? Ou peut-être revenir un peu sur la façon dont on a procédé pour réaliser les comparaisons entre solutions. Oui, alors sur le biais d'échantillonnage, au final, il y a pas mal de solutions effectivement qui sont basées sur des prélèvements de sol. Donc ça va être comme pour une analyse physico-chimique classique. Une analyse biologique va émettre les mêmes biais, c'est-à-dire que c'est la qualité du prélèvement qui va être en grande partie responsable de ce biais. Donc il faut réussir à faire des prélèvements euh, et de pouvoir inclure cette hétérogénéité, en tout cas essayer de la prendre en compte. Mais on a aussi effectivement des outils qui vont nous permettre, par exemple, de faire plus de prélèvements, de ne pas faire juste, on va dire, plusieurs prélèvements et on en fait un échantillon qu'on envoie au laboratoire. Il y a aussi des méthodes qui nous permettent de pouvoir analyser plus de prélèvements et donc plus de groupes de parcelles. Donc, en fait, il faudrait réussir à, euh, à, à- à segmenter, on va dire, ces parcelles pour pouvoir prendre en compte cette hétérogénéité dans l'analyse. Ok, et puis peut-être juste, je sais pas si tu l'avais bien redit, enfin l'ensemble de la plateforme OpenField, enfin on la passe avec le diagnostic d'une filiale BIAPI aussi, hein, donc Ouais, exact. ouais, donc c'est-à-dire que, enfin, en termes d'agriculture de précision, on a un zonage précis des différences en termes de potentialité du sol, hein, sur différents critères via ces outils-là, et donc voilà, les bandes, enfin, les conduites culturales de la plateforme sont implantées de manière assez homogène également, hein, pour essayer de limiter les biais aussi entre.
entre conduites. Allez, peut-être 2 dernières questions. Enfin, je vois la question d'Isabelle. À travers les différentes méthodes et outils que vous avez évalués, retrouvez-vous des similitudes ou au contraire des différences et des complémentarités? Alors, il y a des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences parce que au final, on s'est assez vite rendu compte que chaque laboratoire, ou en tout cas chaque solution, essaye d'analyser un indicateur, on va dire son indicateur, pour essayer de se démarquer d'un autre laboratoire. Et donc, on va avoir des différences d'indicateurs. Par exemple, sur des laboratoires, on va avoir la biomasse microbienne, j'en ai parlé. Sur d'autres laboratoires, on va plutôt avoir un dénombrement des micro-organismes présents dans les sols. Euh, et je pense à ces 2 laboratoires-là, mais on va avoir du coup des différences, même des spécialisations. Pauline l'a dit, des laboratoires qui vont plutôt se spécialiser sur un micro-organisme, les nématodes, des laboratoires qui vont essayer d'avoir une complémentarité, donc physique, chimique et biologique, ou des laboratoires qui vont juste s'axer sur des indicateurs biologiques. Euh, donc, il est difficile de les comparer entre eux en soi. Je pense que la question était peut-être un petit peu tournée comme ça, d'essayer d'avoir une comparaison de ces laboratoires. C'est assez difficile parce qu'ils ne sont pas tous sur le même créneau et sur les mêmes indicateurs. Complètement. Et allez, dernière petite question peut-être sur l'agriculture régénératrice, puisque il y avait quand même pas mal de remarques dans le chat. Est-ce que le concept d'agriculture régénératrice est suffisamment bien défini? Ou est-ce qu'il faut le complémenter, le cadrer davantage avec, des indicateurs? Et il peut y avoir une notion un peu négative sur le volet régénération. Ça veut dire que historiquement, enfin initialement, on n'était pas sur de bonnes conditions de sol. Donc, je ne sais pas si vous Ouais, voulez exact. réagir. Ouais, non, mais complètement, effectivement. J'ai fait exprès de pas juste essayer de les restaurer, j'ai aussi essayé de les préserver, en fait, parce que on part pas. L'agriculture régénératrice, ça vient tout simplement de l'anglais, hein, qu'on a traduit tel quel. Et, et du coup, on a l'impression qu'on part de quelque chose de très mauvais et qu'il va falloir redresser la barre. Mais en fait, on part avec des fois des potentiels très bons. On essaye juste de mettre en place des pratiques qui puissent préserver ce potentiel qu'on avait déjà. Donc, effectivement, il ne faut pas le prendre négativement, ce terme de régénératrice. Et oui, je l'ai dit, hein, il n'y a pas de définition très claire, mais je trouve que déjà, le fait d'avoir ces 5 piliers nous donne quand même matière et nous donne une direction. Après, effectivement, en fonction des points de vue, il y a des personnes qui aiment que ce soit régi par des règles bien claires et ce n'est pas encore le cas. Donc, ça donne lieu à aussi la diversité. Au sein de l'agriculture régénératrice, on va avoir des pratiques très différentes et je pense que c'est aussi une force parce que l'agriculture, c'est pas un seul modèle qu'il faut appliquer. On doit s'adapter en fonction de son pédoclimat, en fonction des cultures qu'on va pouvoir être à même de mettre à produire. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin aussi un petit peu de diversité au sein même d'un concept. Ouais, complètement. Et du coup, je conclurai juste en te complétant. Effectivement, enfin, c'est surtout, il faut se l'approprier, ce concept. Après, dans des cahiers des charges de production, etc., enfin, c'est important de se l'approprier et surtout de le mesurer, de mettre en place des indicateurs de suivi. Et c'est ça qui fera que le terme sera pris sérieusement et pas forcément galvaudé. Donc, c'est l'utilisation aussi qu'on souhaite en faire de manière concrète. Je vois le temps qui tourne. Je vous propose de clôturer. Pour celles et ceux à qui nous n'avons pas répondu, on vous reviendra ultérieurement. On a bien pris en compte les différentes questions. Donc merci à tous pour votre participation et puis à bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous.